Bonjour, voilà, désolé pour le retard. Donc on va terminer la partie du cours qui s'appelle Lumière et matière. Donc on a vu la dernière fois deux types de synthèse des couleurs. On a appelé ça la synthèse additive des couleurs et la synthèse soustractive. Et aujourd'hui on va voir la moyenne optique des couleurs. Donc récapitulatif, donc la synthèse additive des couleurs. C'est par exemple les systèmes RVB, les écrans d'ordinateur, les vidéoprojecteurs, les éclairages où on va mélanger des sources de lumière en projetant plusieurs sources de lumière au même endroit, etc. Et on a vu que c'était assez facile de prévoir les résultats avec des calculs. La synthèse soustractive, donc j'ai donné l'exemple du cyan magenta jaune ou cyan magenta jaune noir. Donc on peut faire ça avec des filtres colorés transparents, avec des peintures, des pigments décolorants. Et on a vu que c'était difficile de prévoir exactement les résultats et qu'il fallait en général faire une expérimentation, c'est-à-dire donc vraiment mélanger les matières afin de voir ce qui se passait. Donc la synthèse additive, on additionne des lumières colorées. Donc ici par exemple on a 3 spots rouge, vert et bleu. La lumière du spot rouge et du spot vert dans les bonnes proportions crée une sensation de couleur jaune, vert et bleu du cyan, rouge et bleu du magenta, etc. On a vu ça la semaine dernière. On a appelé les couleurs des spots les couleurs primaires, les couleurs qui sont nées de l'addition de 2 lumières des couleurs secondaires, et les couleurs qui sont nées de l'addition de 3 lumières comme le blanc ici, des couleurs tertiaires. Et on a dit que la couleur fondamentale, c'était le noir. Donc l'absence de lumière dans ce cas-là. Pour la synthèse soustractive, là on a donc des encres ou des filtres transparents qui absorbent la lumière dans différentes parties du spectre. Et on a vu que la situation était à peu près inversée, donc on part du blanc, la couleur fondamentale, donc la couleur du papier ou la couleur d'un support quelconque sur lequel on imprime ou on peint, avec des matières transparentes. Et donc les couleurs secondaires naissent par absorption ou par soustraction d'une partie de la lumière. Donc là, si on superpose par exemple des filtres cyan et jaune, on obtient du vert. Si on superpose des filtres jaune et magenta, on obtient du rouge. Des filtres magenta et cyan, on obtient du bleu. Et si on superpose les trois filtres, on s'approche du noir. Alors la moyenne optique des couleurs, c'est en fait un mécanisme de synthèse chromatique qui fait à la fois appel à la synthèse additive et à la synthèse soustractive. Donc par un bon exemple, je vais vous donner en fait plusieurs exemples. Un premier exemple, c'est ce qu'on appelle le divisionnisme, ou certains appellent ça du pointillisme. Donc les peintres néo-impressionnistes qui se sont appelés divisionnistes sont en fait on pourrait dire les suiveurs de Georges Seurat, un peintre du 19e siècle. Ils ont introduit l'idée de diviser les couleurs en touches de couleurs proches juxtaposées. En fait, c'est Paul Signac, un autre peintre français, qui va défendre ce terme de divisionnisme, parce que ça fait référence à l'idée de diviser la tonalité, donc la couleur qu'on veut obtenir, si vous voulez, en éléments colorés et puis de les juxtaposer dans un petit espace pour recréer la couleur qu'on veut obtenir. Alors le trateggio, c'est une technique de restauration dans laquelle on utilise des signes longilignes, des espèces de petits traits de couleurs juxtaposées qui sont souvent utilisés pour combler une lacune. Donc une lacune, c'est un manque, un endroit où la peinture ou la couleur originale a disparu. Et donc la couleur dans le trateggio est obtenue via une moyenne optique de couleurs relativement proches. Par exemple, ici on a un objet qui était doré, et le trateggio a une technique qui permet, dans ce cas-ci, avec du vert foncé, du rouge ocre et du jaune, de retrouver de loin la tonalité
des parties restantes de la pièce. Donc c'est vraiment par moyenne optique, donc quand on s'éloigne, on voit plus très bien les éléments constitutifs, les couleurs individuelles des petits traits, et donc on commence à avoir une couleur moyenne qui correspond à la couleur que le restaurateur ou la restauratrice voulait combler et voulait imiter. Alors ça a un avantage qui est que de loin on ne voit pas trop, donc ça permet de redonner une cohérence visuelle à l'objet, et de près on peut vraiment bien faire la différence entre les parties qui ont été restaurées et les parties qui sont originales. Donc ici en fait la moyenne optique du jaune, du vert et du rouge permet de moduler différents paramètres. Donc plus on met de jaune, plus on va éclaircir et plus ça va être jaune. Si on ajoute du vert, ça va verdir la moyenne et l'assombrir. Et si on ajoute du rouge, ça va rougir la moyenne et l'assombrir. Donc en fait, avec ces trois couleurs, on peut obtenir quelque chose d'assez proche de ces vieilles dorures qui devaient être comblées dans ce cas-ci. Alors dans le textile, il arrive souvent aussi que des éléments constitutifs du textile, donc par exemple les fils ou bien les fibres, soient d'une couleur différente de celle de la couleur moyenne ou de la couleur d'ensemble du textile. Donc c'est aussi de la moyenne optique ou du mélange optique si vous préférez. Donc les éléments colorés se mélangent optiquement quand on les voit de loin, et donc on ne perçoit plus les éléments individuels, mais seulement une couleur moyenne. Dans ce cas-là, la chaussure de loin elle est grise. Alors en impression offset en CMJN, on superpose des trames de petits disques de diamètre variable. Donc on superpose des trames jaunes, cyan, magenta et noir. Et certains disques se superposent et créent par soustraction, par synthèse soustractive, des nouvelles couleurs. Donc par exemple, si on superpose des disques jaunes et cyan, on obtient des petits fragments de vert. Et en même temps, tous ces éléments deviennent comme des espèces de petits pixels, des petits signes minuscules, et notre œil fait la moyenne. Et donc, quand on voit l'impression de loin, la moyenne optique donne une couleur générale à tous ces signes qui sont très colorés, mais qui ne sont pas du tout de la couleur qui va apparaître de loin. Donc dans ce cas-là, par exemple, l'image qu'il y a à droite, elle est parfaitement grise vue de loin, mais elle est composée de tas de petites couleurs, donc jaune, cyan, magenta, noir, vert, rouge, violet ou bleu. Donc toutes les possibilités de superposition entre les différentes encres créent des couleurs secondaires par mélange soustractif. Et ensuite, quand on s'éloigne, la moyenne optique réunit toutes ces composantes en quelque chose, dans ce cas-ci, en quelque chose d'achromatique. Alors, donc la moyenne optique, ça joue beaucoup sur la distance. Donc, on voit certaines choses de près et puis de loin, on voit autre chose. Donc, par exemple, dans les mosaïques, certaines pièces de mosaïque peuvent être proches les unes des autres, et de loin donner l'impression de se fondre l'une dans l'autre. Donc là, par exemple, c'est le cas avec les petits morceaux de mosaïque qui sont vert, bleu, turquoise, vert, et les éléments proches qui sont bleu très clair. Alors de loin, sur cette mosaïque, si on regarde, si on voit un peu flou ou si on est vraiment très loin, ces deux couleurs on donne l'impression de se fondre l'une dans l'autre et de créer une espèce de couronne turquoise dégradée qui part d'une couleur très blanche et qui va vers le bleu vert ou bleu turquoise. Et donc ça, c'est aussi de la moyenne optique. Alors, la plupart des animaux qui ont un pelage ou une apparence visuelle qui leur donne un camouflage, en fait, l'explication pourquoi ça fonctionne aussi bien, c'est aussi de la moyenne optique. Donc
les couleurs sont pas forcément strictement les mêmes sur le corps de l'insecte ou de l'animal et sur le fond sur lequel il se trouve, mais la moyenne des couleurs qui sont juxtaposées sur le corps de l'insecte et la moyenne des couleurs qui sont juxtaposées sur le fond sur lequel se trouve, pour le coup ici par exemple le papillon, sont très 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 proches, et donc à une certaine distance ça fait un camouflage parfait et on ne voit pas la différence. Alors, un autre exemple, par exemple avec des pixels colorés. Donc ici, vous avez trois images qui correspondent à différentes distances à laquelle on va avoir le même motif de petits carrés colorés. Donc à gauche, vous avez un fond gris légèrement brun avec dessus des signes, des petits pixels jaunes et bleus. Eh ben, si on s'éloigne, on va commencer à avoir plus qu'un genre de texture. Les couleurs vont commencer à s'estomper très fort. Et si on s'éloigne vraiment très loin, ben, c'est parfaitement gris, on voit plus les signes et c'est vraiment la moyenne des couleurs qui apparaît. Alors en fait, on peut calculer les mélanges optiques. En fait, si on connaît les valeurs des couleurs qui sont juxtaposées, donc par exemple des valeurs en RVB, on peut utiliser donc la colorimétrie pour calculer les mélanges optiques. Donc pour ça, on doit mesurer les couleurs qui sont juxtaposées, donc on doit connaître leurs valeurs, donc que ce soit, si ce sont des petits éléments matériels, on peut utiliser un spectrophotomètre pour mesurer la couleur de ces matières. Si ce sont des pixels sur un écran, on peut utiliser directement leur code RVB. Et alors, on doit aussi mesurer la quantité de chacune des couleurs qui sont juxtaposées. Donc si les couleurs sont sur une grille, par exemple, si ce sont des pixels, il suffit de compter le nombre de pixels de tel ou tel élément de la grille qui sont de telle ou telle couleur. Donc, bon, par exemple, j'aurai un damier, je vais dire la moitié des pixels sont blancs, l'autre moitié sont noirs, donc j'ai une moitié de blanc dont je connais la valeur, une moitié de noir dont je connais la valeur. À partir de là, je vais pouvoir faire un calcul. Donc je vais prendre un exemple avec un disque. Donc ici, j'ai un disque qui est divisé en deux. Il y a une moitié qui est colorée en rouge, l'autre moitié qui est colorée en blanc. Donc on peut représenter ça mathématiquement avec une petite formule assez simple. Donc on va dire qu'on va appeler M, donc la lettre M, la moyenne de la couleur de ce disque. Donc on va mettre M égale 1 demi fois rouge plus 1 demi fois blanc. Donc ici j'ai mis R pour rouge et W pour blanc, parce qu'en anglais on dit white, et puis en français, en français la lettre B peut induire un peu de confusion parce que ça peut être blanc mais ça peut être aussi bleu. Bon. Donc la petite formule là, donc elle lie la quantité d'espace qui est occupé par une couleur avec la couleur. Donc 1 demi, c'est donc la moitié du disque, multiplié par R, donc c'est la couleur rouge, plus 1 demi, donc c'est l'autre moitié du disque, multiplié par W, donc le blanc. Alors, qu'est-ce qui va se passer si ce disque tourne? En fait, les couleurs des segments colorés du disque vont se mélanger optiquement. Et donc, la couleur qui va apparaître, ce sera une moyenne du rouge et du blanc. Donc, pour calculer en fait la couleur moyenne qu'on va obtenir, on va utiliser la formule qu'on a définie juste avant. Donc, M égale 1 demi fois R plus 1 demi fois W. Et on va remplacer R et W par leur valeur en RVB. Donc là, le rouge ici, c'est 255,00 et le blanc, c'est 255, 255, 255. Donc ici, j'ai fait le petit calcul et je vous ai mis en fait la couleur moyenne qui va apparaître lors de la moyenne optique quand le disque se met à tourner. Donc, vous voyez, j'ai divisé en fait, j'ai répété 3 fois la même formule, une fois avec les valeurs pour le rouge, une fois avec les valeurs pour le vert,
et une fois avec les valeurs pour le bleu. Donc, si je commence avec celle du haut, j'ai donc la moyenne du disque, que j'ai appelé ici OR. Elle est égale à 1/2 fois la valeur rouge de la couleur rouge, plus 1/2 de la valeur rouge de la couleur blanche. Donc en fait, ça fait 1/2 fois 255 plus 1/2 fois 255, ça donne 255. Si je répète cette opération sur les valeurs vert et sur les valeurs bleues, ben, j'obtiens la moyenne et elle est marquée ici en bas, c'est 255, 127,5, 127,5. Alors, on peut faire ça sur d'autres disques avec d'autres configurations. Donc cette fois-ci, on va mettre 2 ou 3 couleurs sur les disques. Les deux disques dans la partie supérieure, donc il y en a un avec cyan, magenta, jaune, l'autre rouge, vert, bleu. Et puis les disques en dessous, jaune et bleu, et puis blanc et noir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, on recommence. Donc la même logique. Combien on a la première question qu'on doit se demander, c'est quelle quantité de couleurs il y a dans chaque disque. Donc ici, c'est facile. On a divisé en 3. On ne s'est pas trop cassé la tête. Donc on a divisé en 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers les deux disques supérieurs. Et les disques inférieurs, on les a divisés en 2. Donc 1/2, 1/2. Donc si on commence par le disque cyan, jaune, magenta, alors cette fois-ci la formule de la moyenne, ce sera donc 1 tiers de cyan plus 1 tiers de jaune plus 1 tiers de magenta. Donc mathématiquement ça s'écrit 1 tiers multiplié par cyan plus 1 tiers multiplié par jaune plus 1 tiers multiplié par magenta. Donc si à la place des lettres C, J et M qui désignent ici mes trois couleurs, je mets les valeurs RVB qui sont ici en bas à droite. Donc vous voyez que par exemple la valeur rouge du cyan c'est 0, la valeur rouge du jaune c'est 255, la valeur rouge du magenta c'est 255. Donc on fait le calcul. On obtient, vous voyez, 170, 170 et 170 pour la moyenne des rouges, du vert et du bleu. Donc, en fait, on obtient un gris assez clair quand le disque tourne. Donc, par moyenne optique, ces trois couleurs-là vont produire du gris clair. Si je fais pareil avec mon disque rouge, vert et bleu, j'obtiens un gris également, mais un gris un peu plus foncé. Donc, je fais exactement les mêmes calculs, mais les valeurs RVB des couleurs sont différentes, et donc j'obtiens 85, 85, 85 comme moyenne. Vous voyez donc que dans un cas, on obtient un gris plutôt clair, dans l'autre, un gris déjà un peu plus foncé. Alors, ici, il y a les deux autres disques que j'avais proposé de tester, donc le disque jaune et bleu et le disque blanc et noir, qui sont tous les deux coupés en deux, avec des valeurs RVB qui sont écrites sur les côtés de chaque disque. Vous voyez que la moyenne de ces deux disques est exactement la même, en fait. On a dans les deux cas 127,5, 127,5, 127,5. On arrondit en fait à 127, 127, 127 parce que par exemple dans Photoshop ou dans d'autres logiciels de traitement d'image, on ne peut pas mettre les valeurs qui sont après la virgule. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ces deux disques produisent en moyenne exactement le même gris. Et on peut, en fait, si on utilise à chaque fois les couleurs complémentaires du système RVB, donc on a déjà vu à gauche avec jaune et bleu, mais on peut faire cyan et rouge, ou bien magenta et vert, ou bien blanc et noir. Mais dans les quatre cas, on a le même résultat, un gris à 127, 127, 127. Alors on peut faire en fait tous ces calculs automatiquement en RVB avec Adobe Photoshop.
Alors, seulement, il est important de changer, si on veut faire ça, si on veut faire des moyennes de couleurs en RVB, il est important de changer le mode RVB du logiciel. Je vais vous expliquer comment faire. En fait, c'est un peu chiant, mais il se trouve que les valeurs RVB qui sont d'office dans Photoshop permettent pas de faire ce type de calcul. Il faut en fait modifier la manière dont fonctionne le logiciel pour que ça marche. Sinon, on va avoir des résultats qui sont assez aberrants. Donc en fait, vous devez aller dans menu édition et puis moi je l'ai en anglais, mais vous devez aller dans menu édition et paramètres de couleur ou bien Shift, Ctrl et K. Ensuite, vous avez une petite fenêtre paramètres de couleur qui s'affiche. Vous devez cliquer sur le petit bouton plus d'options. Et ensuite, vous voyez, vous avez espace de travail, RVB. Vous cliquez là. Ça, en fait, ça correspond au profil RVB que Photoshop est en train d'utiliser actuellement pour faire des calculs de couleurs. Vous cliquez là-dedans, vous allez avoir un menu déroulant. Et il faut aller tout en haut de ce menu et créer un nouveau RVB sur mesure. Alors là, on va lui donner un nom, on va l'appeler RVB linéaire. Et puis il faut simplement changer la valeur du gamma qui est là. Et il faut la mettre égale à 1. Ensuite, vous appuyez sur OK, OK, OK. Et quand vous ouvrez une image, quand vous travaillez une image, vous allez dans Assigner un profil. Et là, vous mettez le profil RVB linéaire qu'on vient de créer. En général, ce sera au niveau de la sélection du milieu parce qu'on vient de créer ce profil de travail. Vous mettez OK. Et donc là, en fait, vos valeurs de pixels dans votre image vont être linéaires. Et si vous voulez faire une moyenne de couleurs, vous pouvez prendre l'outil sélectionner, vous sélectionnez une zone de votre image, puis vous allez dans les filtres. Dans les filtres, vous allez dans flou, et là, vous avez quelque chose qui s'appelle moyenne. En anglais, c'est average. Et en fait, avec cette fonction, vous pouvez faire des moyennes optiques. Donc, vous sélectionnez un ensemble de pixels, ou bien vous sélectionnez toute votre image, vous appuyez sur moyenne ou average, et là, vous avez la couleur moyenne qui est calculée automatiquement pour vous. Alors, par exemple, avec un damier, ben, donc le principe du calcul, c'est exactement le même que ce qu'on a fait avant avec les disques. En fait, l'idée, c'est en fait de compter combien de cases sont d'une couleur et combien de cases sont d'une autre, et de faire la moyenne des valeurs RVB. Donc, sous Photoshop, le filtre flou moyenne réalise ce calcul-là, et on obtient un gris moyen en faisant la moyenne, moyen clair plutôt, en faisant la moyenne de pixels noirs et blancs sur un damier. Alors, ce qui peut être plus intéressant, c'est qu'on peut aller dans l'autre sens. En fait, imaginons qu'au lieu de vouloir calculer la moyenne de plusieurs couleurs, on veut plutôt atteindre une couleur qu'on a choisie à l'avance à partir d'une juxtaposition de plusieurs couleurs qu'on aura aussi choisies à l'avance. Donc, on va avoir un certain nombre de couleurs, on connaîtra leur valeur, ou on va la mesurer, par exemple avec un spectrophotomètre, ou bien on va choisir un code RVB qui correspond à cette couleur. Et puis, on veut savoir en quelle quantité ces couleurs doivent être juxtaposées pour qu'on obtienne en moyenne la couleur qu'on veut obtenir, qu'on a choisie au départ. Donc, on va faire le calcul ensemble. Voilà, donc, disons qu'on veut obtenir ce gris là, ce carré gris qui a les valeurs RVB 100, 100, 100. Et puis on a ces quatre couleurs, donc ce que j'ai appelé C1, C2, C3 et C4. Et on a les valeurs là, donc 20, 120, 20, 200, 120, 40, 40, 120, 200 et 220, 200.
Vous voyez que c'est un vert, un orange assez pâle, un bleu assez clair et assez pâle, et un magenta assez clair. Alors, on peut mettre notre problème sous une forme géométrique. Donc, par exemple, on aurait une grille avec des petits carrés qui peuvent prendre n'importe quelle valeur entre ces quatre couleurs-là. Donc, C1, C2, C3 ou C4. Ici, j'ai pris 360 petits carrés, je les ai numérotés. Et donc, on sait que chaque petit carré occupe 1 sur 360e, donc 1 360e de la surface. Donc, on veut savoir combien de carrés doivent être de la couleur C1, C2, C3 ou C4 pour que la moyenne de toute la grille fasse le gris qu'on cherche qui a la valeur 100, 100, 100. Comment on va faire? Alors, on va écrire déjà une première relation qui correspond à notre problème. Donc, on sait que on va appeler A, petit a, la quantité de carrés qui seront de la couleur C1, donc qui seront verts. On va appeler B la quantité de carrés qui seront de la couleur C2, C la quantité de carrés qui seront de couleur C3, et D la quantité de carrés qui seront de la couleur C4. Et on voit tout de suite que on a 360 petits carrés, on a 4 couleurs. Forcément, les 4 quantités des 4 couleurs qu'on va mettre dans cette grille, additionnées les unes aux autres, ça fera 360 parce qu'on a 360 petits carrés et que on a 4 quantités de couleurs qui vont diviser nos 360 petits carrés. Donc on sait que nos 4 quantités qu'on va chercher ensuite, A, B, C et D, sont égales à 360. Donc A plus B plus C plus D égale 360. Donc pour trouver ces valeurs-là, A, B, C et D, donc qui correspondent à la quantité de carrés qui sont de couleur C1, C2, C3 ou C4, il existe une technique de calcul. Alors, pour ça, il faut mettre le problème sous forme algébrique. Donc ça passe par un peu de mathématiques. Alors n'ayez pas peur, d'une part, c'est pas très difficile, et d'autre part, je vous envoie un fichier Excel qui fait le calcul automatiquement. Mais je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on a vu avant que les quantités A, B, C et D, ensemble, représentent tous les 360 petits carrés. Donc, on a écrit déjà A plus B plus C plus D égale 360. Donc ça, c'est une première formule. Ensuite, on sait qu'on veut que la moyenne des valeurs rouges ou les valeurs R de chaque couleur, donc on va appeler C1 R, C2 R, C3 R, C4 R, on veut que la moyenne de ces valeurs-là donne la valeur R de la couleur qu'on veut atteindre, donc la valeur R du gris. Et donc on peut écrire A multiplié par C1R plus B multiplié par C2R plus C multiplié par C3R plus D multiplié par C4R égale GR. Ça veut dire, en français, la quantité A de la valeur rouge de la première couleur plus la quantité B de la valeur rouge de la deuxième couleur plus la quantité C de la valeur rouge de la troisième couleur plus la quantité D de la valeur rouge de la quatrième couleur, ensemble, en moyenne, additionnés, vont équivaloir à la valeur rouge de la couleur qu'on cherche à obtenir. Voilà, c'est pas très compliqué. On fait ça en fait avec rouge, vert et bleu et on se retrouve avec 4 formules. Donc on appelle ça des équations. On a ces 4 équations et il faut résoudre ce système d'équations pour trouver A, B, C, D. Donc pour trouver combien dans notre grille on doit mettre de carré vert, de carré orange, de carré bleu et de carré magenta pour qu'en moyenne on obtienne une couleur grise. Alors, il y a une technique de calcul qu'on utilise sous Excel qui permet de faire ça très facilement.
Ça s'appelle du calcul matriciel et ça permet de résoudre des systèmes d'équations comme cela. Donc on va placer en fait les valeurs RVB des 4 couleurs dans un tableau. Donc vous voyez ici à gauche, il y a mon tableau, il y a marqué C1, C2, C3, C4. Donc les couleurs sont placées sur des colonnes. Et sur les lignes, on a rouge, vert et bleu. Puis on a une dernière ligne où il n'y a que le chiffre 1. En fait, ça c'est seulement nécessaire parce que pour faire un tel calcul, les tableaux doivent être carrés. Donc si on a 4 cases horizontales, on est obligé d'avoir 4 cases verticales, sinon ça ne marche pas. Donc on place nos valeurs dans notre tableau qui est fait de 4 par 4 cases. On met bien notre ligne de 1 en dessous. Et on fait un autre tableau avec les valeurs RVB qu'on cherche à atteindre, plus le chiffre 1. Ensuite, on fait une opération qui s'appelle inversion de matrice. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à comprendre. C'est juste que ça fait partie des opérations qu'on doit faire pour résoudre notre système. Donc on prend le tableau avec nos valeurs RVB et on l'inverse et on obtient les valeurs qui apparaissent là. Donc on obtient un nouveau tableau de 4 cases, 4 par 4 cases. Et puis on multiplie cette matrice inversée par les valeurs qu'on cherche à obtenir. Donc 100, 100, 101. Et là on obtient 4 valeurs qui correspondent au pourcentage de chaque couleur qu'il faut mettre dans notre grille. Donc vous voyez on a 0,36, donc ça fait 36%, 22%, 22% et 20%. Donc je vous ai mis tout ça dans le classeur Excel qui est joint à l'email avec le lien de la vidéo. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez changer les valeurs 100, 100, 100, vous pouvez changer les valeurs des couleurs de base et vous verrez que tout ça fonctionne très bien et que c'est très facile. Alors puisqu'on a 360 cases et qu'on a des valeurs en pourcent que j'ai appelées A', B', C', D', ben on va multiplier ces valeurs par 360 pour savoir combien de cases doivent être de la couleur C1, C2, C3 ou C4. Et donc, une fois que je les multiplie par 360 et que j'arrondis parce qu'on n'a pas, on colore pas des demi-cases, eh ben, on a notre résultat qui apparaît. On voit qu'il faut 130 carrés de la couleur 1, 79 carrés de la couleur 2 et 79 de la couleur 3 et 72 carrés de la couleur 4. Donc là, j'ai colorisé ma grille et en fait, la moyenne de cette grille, ça fait le gris qu'on cherchait avec les valeurs RVB 100, 100, 100. Donc ce sont les proportions requises pour résoudre notre problème en fait. Donc si vous voyez que j'ai mis, en fait c'est pas pour rien que j'ai pris 360 petites cases, parce qu'on peut convertir ça directement sous forme d'un angle sur un disque. Donc vous voyez que la couleur 1, donc le vert, je lui ai donné un angle de 130 degrés. L'orange pâle et le bleu clair, je leur ai tous les deux donné un angle de 79 degrés et il reste 72 degrés pour le magenta. Et donc ça, si je fais la moyenne de ce disque, si je le fais tourner, ben, j'obtiens la couleur que je cherchais à obtenir, qui est ce fameux gris moyen avec les valeurs 100, 100, 100. Donc on peut utiliser des outils informatiques pour faire des analyses d'œuvres d'art, si on a des bonnes images de ces œuvres d'art. On va voir comment on peut utiliser l'informatique pour essayer de comprendre comment fonctionne le mélange optique dans ce tableau de Georges Seurat, qui date de 1889, qui s'appelle Jeune femme se poudrant. Donc toute la composition de ce tableau joue en fait de rapport entre des jaunes, des bleus, des rouges, des roses, des verts et du brun.
les effets d'ombrage en fait sur la jupe sont le produit d'une juxtaposition de bleu clair et d'ocre jaune et brun sur un fond qui est lui-même jaune clair. Et alors, puisque le jaune et le bleu sont complémentaires, en fait, la moyenne optique de ces tonalités jaune et bleu donne une moyenne qui s'approche du gris, ou qui oscille en fait entre le jaune et un jaune, un intermédiaire entre le jaune et le gris. Donc sur le buste, la situation s'inverse. Cette fois, la couleur qui domine, c'est un bleu légèrement verdâtre et plus foncé, avec quelques touches de vert au sein duquel des touches de jaune ocre viennent rendre le bleu, la moyenne entre le bleu et l'ocre, un peu plus gris. Alors il y a aussi des touches vertes et noires qui viennent moduler la forme de l'ombre à côté du bras gauche. Et des touches rouges ou roses et jaunes qui signalent en fait un reflet du meuble ou de la lumière du corps du modèle sur le tissu de son habit. Alors les parties les plus sombres du tableau en fait sont produites en juxtaposant du noir ou du bleu foncé avec d'autres couleurs relativement foncées, donc par exemple du brun ou de l'ocre ou du rouge. Et donc ça vient donner, en fait ces couleurs foncées juxtaposées viennent donner une tonalité à cet ensemble de couleurs foncées. Alors remarquez que la moyenne de la couleur du fond est beaucoup moins chromatique que les couleurs avec lesquelles le fond lui-même est construit. En fait, dans cette image, toutes les parties tendent vers le gris ou s'en éloignent, mais la couleur grise n'est jamais appliquée. On n'a jamais une touche de gris qui est appliquée dans ce tableau. En fait, si vous vous souvenez du diagramme de chromaticité qu'on a vu au cours précédent, vous vous souvenez peut-être que les couleurs complémentaires sont reliées dans ce diagramme par des lignes droites. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai créé un petit programme informatique qui permet d'analyser les couleurs du tableau. Donc, je prends une image et puis je mesure toutes les couleurs de chaque pixel et je dessine toutes ces couleurs par leur couleur et leurs coordonnées dans le diagramme de chromaticité. Et ce que je vois, c'est que quand je prends l'exemple de la jupe jaune ici, ça forme une forme oblongue qui va du jaune au bleu en passant par un gris clair. Et effectivement, en moyenne optique, le jaune, la juxtaposition du jaune et du bleu, ça fait du gris. Donc en fait, le peintre a utilisé des couleurs complémentaires pour éviter d'utiliser du gris, mais obtenir de loin le même effet par moyenne optique. Alors ce qui était intéressant pour Seurat, je pense, c'est que ça lui permettait de recréer un objet visuel, une figuration, sans jamais utiliser de gris, avec les couleurs les plus claires et les plus chromatiques et les plus vives possibles. Si je prends maintenant un détail du fond, vous voyez que c'est à peu près la même chose qui se passe. Et pourtant, la moyenne des couleurs du fond n'a rien à voir. Donc en fait, le peintre, dans la jupe et dans le fond, il a utilisé exactement les mêmes couleurs complémentaires. Les mêmes couleurs dans le fond et dans la robe jaune, mais dans d'autres proportions. Et donc de loin, l'effet est complètement différent, mais les composants sont les mêmes. Alors le buste, dans le cas du buste, c'est un peu différent. Vous voyez que c'est le même principe. Donc quand je mets toutes les couleurs dans mon diagramme, je vois qu'il a utilisé donc des couleurs complémentaires parce que la forme est assez allongée comme ça, et ça va d'un bleu un peu moins verdâtre que le bleu d'avant, jusqu'à du jaune ou de l'ocre un peu foncé. Alors, clairement, ce qui domine sur le buste, c'est la couleur bleue, mais c'est quand même une couleur qui a été modulée par des couleurs complémentaires afin d'obtenir un bleu en quelque sorte étouffé, quoi.
Alors, en conclusion, donc le mélange optique, c'est une combinaison de la synthèse soustractive. Donc les couleurs sont généralement nées de soustraction de lumière via des mélanges de pigments ou d'encre, etc. Et de la synthèse additive. Donc la moyenne optique, c'est en fait une forme de synthèse additive. Donc il est possible de calculer les mélanges via une approche colorimétrique à partir de coordonnées RVB ou dans un autre système colorimétrique qu'on nommera le CIE XYZ. Et on peut capturer les coordonnées RVB ou XYZ de matériaux à l'aide d'un spectrophotomètre et à partir de là on peut faire des calculs. Alors il y a un autre système colorimétrique. Oui, il y a d'autres systèmes colorimétriques qui permettent de réaliser des opérations ou des mesures sur les couleurs. Il y a un système colorimétrique qui s'appelle le CIELAB ou CIELAB. On note ça L étoile, A étoile, B étoile. C'est un système qui a été publié en 1976 et c'est un système qui permet de classer les couleurs de manière quasiment uniforme, c'est-à-dire de la même manière que notre système visuel y est sensible. Donc on utilise ce système, donc le CIELAB, pour mesurer les différences entre des couleurs, précisément parce qu'il correspond bien à la sensibilité humaine à la différence de couleurs. Et donc on l'utilise également pour classer les couleurs ou pour créer des gammes de couleurs. Donc le système CIELAB, ou l'espace colorimétrique CIELAB, c'est une transformation du système RVB qui s'effectue au moyen d'un ensemble d'algorithmes que je ne détaillerai pas ici. Et il est conçu pour représenter la sensibilité humaine de manière fidèle. Alors, dans le système CIELAB, une couleur est caractérisée au moyen de 3 axes qui sont indépendants les uns des autres. Donc on a l'axe L qui varie de 0 à 100, où on peut aller jusqu'à 116. En fait, on va jusqu'à 116 parce que dans le cas de certaines couleurs fluorescentes, on peut avoir par exemple un blanc fluorescent qui est plus clair qu'un diffuseur parfait. Mais disons qu'un blanc, en général, le système va de 0 à 100. L'axe A, c'est une valeur positive, négative ou nulle qui correspond à une position sur un axe qui va du rougeâtre au verdâtre. Donc si la couleur est plutôt rougeâtre, la valeur A est positive. Si la couleur est plutôt verdâtre, la valeur A est négative. Si la couleur n'est ni rougeâtre ni verdâtre, la valeur A est nulle. Donc le troisième axe, qui s'appelle B, c'est le même principe, c'est une valeur qui est positive, négative ou nulle, et qui correspond cette fois à une position sur un axe qui va du jaune au bleu. Donc vu de dessus, en fait le système CIELAB ressemble à un cercle chromatique. Une couleur y est représentée par un point dont la position se trouve avec les coordonnées A et B. Donc on peut aussi transformer, donc la couleur est représentée par un point, et on peut aussi utiliser l'angle en fait et la distance qui sépare ce point de l'axe des A pour donner des coordonnées à la couleur. Dans ce cas-là, on va utiliser donc l'angle H en degrés et la distance, ça s'appelle le chroma. Donc c'est la distance entre le point gris et la couleur. Et donc ça définit en fait le chroma de la couleur. Alors on utilise le CIELAB pour mesurer des différences de couleurs. Donc ça c'est assez utile. C'est utilisé par exemple si vous êtes en restauration, vous pouvez avoir envie de valider la qualité d'une retouche, de pouvoir avoir une évaluation objective de la qualité, de la différence de la couleur entre votre retouche et ce que vous vouliez obtenir. Donc pour ça, on peut utiliser le système CIELAB. On utilise aussi ce type de différence de formule de différence de couleur, par exemple en design industriel, quand on veut créer un objet. On va donner la couleur qu'on veut obtenir à un fabricant, disons, et plus vous voulez avoir une tolérance faible entre ce que vous allez recevoir et la couleur que vous allez commander,
et plus vous allez payer cher, parce que c'est plus difficile pour le fabricant d'obtenir exactement la couleur que vous vouliez. Et on va définir la tolérance dans un système de différence de couleur qui est basé sur le syllabe. Donc dans l'espace syllabe, en fait, la distance qui sépare deux points, ça représente la différence de couleur. En géométrie, on appelle ça une distance euclidienne. Donc on désigne dans le système syllabe la différence entre deux couleurs avec la lettre grecque delta et la lettre E, je pense pour Euclide. Et donc la mesure de la différence de couleur, ça s'appelle le delta E. Et donc je vous ai mis la formule ici, c'est pas très compliqué. Donc pour deux couleurs C1 et C2, le delta E, c'est en fait la racine carrée des différences de clarté et des différences sur les deux axes. Donc ça se calcule comme ça. Vous voyez, si j'ai pris ici les valeurs pour C1 et C2 qui sont dans l'image de gauche. Donc on fait la différence des clartés qu'on met au carré, plus la différence des A qu'on met au carré, plus la différence des B qu'on met au carré. Et puis on fait la racine carrée, on obtient un delta E ici de 3,48. Vous voyez que les couleurs sont assez similaires, mais quand même, elles sont pas les mêmes. Et grâce aux syllabes, on a une valeur numérique qui correspond à leur différence, donc ici 3,5 à peu près. Alors le delta E, c'est la différence totale, mais on peut faire la différence, on peut séparer ces différences de couleurs en différences de clarté, différences de rougeâtre, verdâtre et différences de bleuâtre, jaunâtre. Vous voyez ici que entre les deux couleurs qui sont là, on a un delta L, donc une différence de clarté de 2,15. Donc en fait la couleur cible, la couleur à gauche, elle est plus claire. On a un delta A de 2,18, ce qui veut dire que la couleur est plus rouge. Et un delta B de moins 1,66, ce qui veut dire que la couleur cible est moins jaune que la couleur de l'échantillon. Alors dans Adobe Photoshop, le sélecteur de couleurs contient une possibilité de coder la couleur en syllabes. Donc vous avez, vous voyez, en haut à droite, vous avez L, A et B. Donc le L peut varier entre 0 et 100, le A peut varier entre moins 127 jusqu'à 127 et le B de moins 127 à 127. Alors ça peut aussi être une manière assez pratique de convertir des valeurs lab en RVB. Alors une chose qui est intéressante avec le syllabe, c'est qu'il permet de créer de belles échelles de clarté. En fait, le système visuel humain n'a pas une sensibilité égale à tous les niveaux de clarté. En fait, on est beaucoup plus sensible à des différences de clarté entre des couleurs foncées qu'à des différences de clarté entre des couleurs claires. Et ça, le syllabe le prend bien en compte. Donc si je fais une échelle de gris en syllabe, elle va être en général très belle, quoi, et très équilibrée. Alors on peut aussi faire des variations de couleurs en syllabe, ça c'est assez intéressant, parce que vu que le syllabe c'est un espace où des distances égales correspondent à des différences égales qu'on va percevoir, on peut l'utiliser pour faire des variations de couleurs dont la différence perçue est égale. Donc par exemple, si on part d'une couleur, on peut la rendre plus claire, donc on va augmenter le L, ou plus foncé, on va diminuer le L, ou bien plus rouge, on va augmenter le A, ou bien plus verte, on va diminuer le A, ou bien plus jaune, on va augmenter le B, ou bien plus bleu, on va diminuer le B, etc. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc je pars d'une couleur qui a pour coordonnées L66, A50 et B14. Et alors vers la droite, je l'ai rendu plus rouge, vers la gauche, je l'ai rendu moins rouge. Vers en haut à droite, je l'ai rendu plus jaune. Vers en bas à gauche, je l'ai rendu plus bleu. Et vers en haut à gauche, je l'ai rendu plus clair. Vers en bas à droite, je l'ai rendu plus foncé. Et donc ça, c'est assez intéressant. Si vous voulez faire des réglages de couleurs, vous avez toutes ces possibilités et tous les intermédiaires possibles
pour pouvoir régler très finement votre couleur. Est-ce qu'elle est trop claire, trop foncée, trop jaune, trop bleue, trop verte, trop rouge, etc. Vous avez vraiment dans le Scilab tous les paramètres indépendants les uns des autres qui vous permettent de faire des réglages de couleurs très fins. Alors on peut aussi utiliser le Scilab pour faire des échelles de couleurs qui ont une grande cohérence visuelle. Donc par exemple, on va appliquer toujours la même variation au code Scilab, ce qui peut nous permettre de progresser de manière régulière dans l'espace de couleurs. Donc là, je vous ai mis un exemple où on part d'une couleur, et puis on ajoute constamment moins 5 de clarté, plus 10 de rouge et moins 10 de jaune, ou bien plus 10 de bleu. Donc L-5, A plus 10 et B-10. Alors, donc si je commence dans mon image avec une image grise, elle va devenir de plus en plus foncée et de plus en plus violette. Si je fais la même chose avec un jaune, ben, il va devenir de plus en plus rouge et de plus en plus foncé. Mais vous voyez qu'à chaque étape, on a une différence qui a l'air d'être vraiment bien mesurée et d'être égale, quoi. On n'a pas l'impression que le changement est en train d'accélérer. Alors on peut aussi en fait utiliser le Scilab pour faire des cercles chromatiques. En fait, il suffit de diviser le cercle en autant d'étapes qu'on veut et de calculer quelles sont les coordonnées A et B des couleurs qu'on veut obtenir. Donc là, j'ai fait une image avec où les couleurs ont une clarté de 50 et un chroma de 50. Donc il y a une distance entre le centre et la couleur de 50 unités. Et donc j'ai calculé les coordonnées A et B qui permettent de placer ces couleurs sur un cercle. Et donc elles sont là, donc 50, 50, 0, 50, 35, moins 35, 50, 0, moins 50, etc., etc. Et vous voyez que les couleurs que j'ai obtenues ont une grande cohérence, elles ont la même clarté, elles sont censées avoir le même chroma, et la différence de teinte entre chacune de ces couleurs est censée être bien régulière. Bon, le système n'est pas parfait, mais ça permet quand même de faire des belles choses.